toutes et tous, et au nom des partenaires que sont l'État, le Conseil régional Bretagne, l'Établissement public foncier de Bretagne et la Banque des territoires, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire du cycle d'animation Les territoires innovent. Alors, ce cycle d'animation s'adresse aux collectivités bretonnes et aux acteurs qui les accompagnent dans leurs projets en faveur du dynamisme des centres-bourgs et centres-villes, tout cela dans une perspective de sobriété foncière. Et justement, il se trouve qu'à la confluence des enjeux de sobriété foncière, de préservation de la biodiversité, de lutte et d'adaptation au changement climatique, d'amélioration de l'offre de logement, de renforcement du dynamisme des centralités et de préservation de la qualité des sols, on retrouve les friches urbaines. Ce sont des espaces cruciaux qui permettent de reconstruire la ville sur la ville. Mais il se trouve que chaque friche est unique et que chaque projet réalisé sur une friche urbaine est spécifique. Ce sont donc des projets qui, par nature, sont complexes et nous avons tout intérêt à nourrir les nouveaux projets des expériences de ceux déjà réalisés. En effet, malheureusement, tous les projets d'aménagement envisagés sur une friche urbaine ne trouvent pas toujours une fin heureuse, c'est-à-dire un projet qui est livré à ses usagers. Et l'un des écueils majeurs, c'est celui de l'équilibre financier du projet qui permet de le rendre viable, et tout cela malgré les incertitudes liées à l'histoire de la friche. Alors c'est pourquoi nous, en avril 2025, vous proposons un nouveau cycle court de décryptage de projets de renouvellement urbain sur friche qui sont portés par des collectivités bretonnes. Chacun de ces projets fait l'objet d'une présentation de celui-ci par son ou ses porteurs. Puis, nous sollicitons le regard de spécialistes du CIREMA pour nous présenter à la fois la chaîne des acteurs mobilisés dans ce projet, mais également le bilan financier commenté de cette opération. Et le second projet que nous vous proposons donc aujourd'hui est porté par une collectivité et un bailleur social avec l'intervention d'établissements publics fonciers de Bretagne. Il s'agit du projet des Rives du Gouessant à Lamballe-Armor, commune du département des Côtes-d'Armor, et c'est un projet qui vise à améliorer l'offre de logement social à proximité du centre-ville, mais comme vous le verrez, dans un secteur confronté à de nombreuses contraintes environnementales. C'est un projet très intéressant dans la mesure où il illustre bien la réussite d'une opération malgré d'importants aléas en cours de chantier. Et je remercie donc par avance nos témoins du jour, Philippe Hercouet, maire de Lamballe-Armor, Solène Jouan, chargée d'études à l'établissement public foncier de Bretagne, et Juliette Maître, directrice de projet au CEREMA et spécialiste du montage économique des projets d'aménagement. J'espère surtout que leurs témoignages vous permettront de nourrir vos projets territoriaux. Et je vous laisse donc en compagnie de Margot Rapatron d'Auxilia Conseil qui animera ce webinaire et vous souhaite à toutes et tous un bon webinaire. Merci beaucoup Nathalie pour cette introduction très complète. Et juste avant de laisser la parole à notre témoignage du jour, on vous propose donc le fameux petit quiz. Alors pour les habitués, vous savez comment ça marche. Une petite fenêtre va apparaître sur votre écran et vous aurez la possibilité de voter pour la bonne réponse. Donc c'est parti, sans plus attendre. J'affiche à l'écran la première question. Une question d'ordre de grandeur. D'après vous, quelle est la surface du parc résidentiel en mètres carrés en France? Alors, on est sur un total de 5 850 millions de mètres carrés pour le parc immobilier français. D'après vous, est-ce que le parc résidentiel représente 900 millions de mètres carrés, 1120 millions de mètres carrés ou 3350 millions de mètres carrés? Donc la bonne réponse qui était 3350 millions de mètres carrés, un parc immobilier français qui est décomposé en quatre grandes catégories. On a bien sûr le parc résidentiel, les logements, le parc tertiaire avec tout ce qui est commerce, bureau, enseignement, santé, café, hôtel, restaurant, etc. Le parc industriel et le parc agricole. Si on regroupe le parc résidentiel et le parc tertiaire, ils couvrent ensemble 75% de la surface du parc immobilier total. Voilà, c'est une première question pour reposer un petit peu les ordres de grandeur. Deuxième question, d'après vous, sur les 3350 millions de mètres carrés du parc résidentiel, combien sont destinés directement au logement collectif? Donc là, on resserre un petit peu sur le logement collectif. D'après vous, est-ce que c'est 817 millions de mètres carrés, 1081 millions de mètres carrés ou 2266 millions de mètres carrés? Vous êtes une grande majorité à avoir sélectionné la première réponse. Ah, les résultats bougent. Et presque une égalité parfaite entre les deux premières réponses. Eh bien, vous étiez une grande partie à avoir juste, puisque c'est la deuxième qui est la bonne réponse. Si je ne dis pas de bêtises, c'est bien 1081 millions de mètres carrés. Donc, le nombre de logements en France est en augmentation continue depuis environ 40 ans, à un rythme moyen d'environ 1% par an. Relativement faible, mais il a augmenté de 53% entre 1984 et 2024. Voilà, donc dans le même temps, la population française, elle a augmenté de 22%. Donc ce qu'on remarque, c'est qu'on a une augmentation plus rapide
du nombre de logements qui s'explique par une augmentation plus rapide du nombre de ménages par rapport à la population française, hein, qui est liée pour beaucoup au desserrement des ménages, etc. On l'a abordé la dernière fois. Et donc les maisons individuelles qui représentent toujours une majorité de la surface. Vous avez un petit graphique à l'écran donc, qui vous montre que la surface résidentielle est environ 3 fois supérieure à la surface tertiaire et qu'au sein du résidentiel, donc comme on vient de le voir, la maison individuelle est plus importante que le logement collectif. Question numéro 3. D'après vous, le besoin de production de logements sociaux en France est, selon vous, en hausse, plutôt constant depuis 2017 ou en diminution ces dernières années? Quelle est la tendance à l'échelle nationale? Alors, on vous voit hésitant là aussi, avec tout de même une majorité de répondants qui a choisi la première réponse en hausse, et c'est en effet une bonne réponse. Voilà, aujourd'hui, donc le parc locatif social et privé est confronté à une baisse du taux de rotation, c'est-à-dire qu'on a moins de sorties du parc puisque l'accession à la propriété est rendue un peu plus compliquée ces derniers temps, ainsi que la construction neuve. Et donc, les files d'attente pour le logement social s'allongent. On fait face à une saturation aussi de l'hébergement d'urgence et la demande de logements sociaux croît en fait de manière plus importante que la population. Et l'USH, l'Union sociale pour l'habitat, a évalué à 518 000 le nombre de logements à construire chaque année d'ici 2040, dont 198 000 uniquement pour le logement social. Voilà, c'en est terminé de ce quiz et cette dernière question est une transition avec donc le témoignage du jour puisqu'on va pouvoir évoquer... Ah, pardon, pas du tout, il restait une dernière question. Alors, je dis n'importe quoi. La dernière question s'affiche à votre écran. D'après vous, en quelle année a été mis en place le logement locatif intermédiaire, le LLI? Est-ce que c'est 2014? Est-ce que c'est 2021? Ou bien est-ce que c'est 2024? Alors, vous êtes très très fort parce que vous avez tous la bonne réponse, quasiment. 2014, la première était en effet la bonne réponse. Donc le LLI, le logement locatif intermédiaire, est un dispositif qui a été introduit par l'article 73 de la loi de finances de 2014. Alors en effet, il a été complété par la loi de finances de 2021. C'était un peu une question piège pour répondre à la demande des logements abordables dans les zones tendues. C'est un dispositif qui s'adresse principalement aux ménages qui ont des revenus modestes, qui ne peuvent pas accéder au parc social parce qu'ils ont des logements un peu plus importants. Et donc, le LLI offre des loyers réglementés entre 10 et 15% inférieurs à ceux du parc locatif privé. Donc, l'objectif, c'est bien de favoriser l'accès à des logements à loyer modéré pour les personnes qui ont des revenus un peu plus élevés que le logement social, mais insuffisants pour le marché locatif privé. Ce sont des logements qui sont le plus souvent bâtis et gérés par des bailleurs sociaux. Et en 2024, le dispositif a été aussi ouvert aux particuliers. Donc là aussi, il y avait un piège sur les dates. L'offre, elle provient majoritairement de 2 bailleurs sociaux, hein, encore aujourd'hui, Action Logement et CDC Habitat. Et en 2021, ces 2 acteurs représentaient ensemble environ 15 000, la création de 15 000 logements intermédiaires. Voilà, cette fois, c'en est vraiment terminé. Je vais pouvoir laisser la parole à notre intervenant du jour pour donc nous expliquer de quelle manière le renouvellement urbain a justement été un levier pour répondre aux tensions immobilières et sociales du territoire de Lamballe-Armor. Monsieur Hercouet, est-ce que vous êtes là? Oui, très bien. Eh bien, c'est parfait, je vous laisse la parole. C'est à vous. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et ben, heureux d'être là pour apporter un témoignage, parce que je pense que c'est la meilleure des façons pour essayer d'avancer collectivement sur ces questions. Alors, bien évidemment, je reviendrai peut-être sur des choses, mais s'il y a des questions, ben, on y reviendra aussi. Tout d'abord, j'ai l'honneur de faire cette présentation, mais il est évident que c'est vraiment le résultat et le travail de nombreuses personnes et de nombreuses structures. Voilà, donc c'est un honneur pour moi de le faire, mais c'est vraiment qui a reposé sur beaucoup, beaucoup de personnes. Alors, tout d'abord, peut-être vous situer Lamballe-Armor pour vous dire un peu où nous sommes et quelle est la situation pour nous.
Lamballe-Armor, vous voyez où on est situé. Nous avons la particularité d'une commune assez grande, 130 km², population de 17 000 habitants, et donc pas très loin de Saint-Brieuc et près de Rennes. Particularité, nous sommes à la fois urbaine, rurale et littorale. Et une particularité, nous sommes une commune nouvelle qui a résulté justement de la fusion de plusieurs communes. Donc, on a à peu près 55% de la population en zone agglomérée urbaine et puis l'autre dans des bourgs ou en campagne avec une particularité, une gare TGV, une route nationale 12 qui fait qu'il y a une activité économique et nous sommes attractifs et que par conséquent, eh bien, ça génère des questions et des interrogations sur l'avenir et notamment sur les besoins importants déjà aujourd'hui de logements et en particulier de logements sociaux. Et puis, autre particularité aussi, nous sommes en construction de notre PLU, puisque nous sommes une commune nouvelle qui avait 4 PLU, et nous sommes confrontés aujourd'hui à la prise en compte de l'ensemble des obligations réglementaires en termes de prise en compte environnementale, réduction de la consommation du foncier et tout ça, et aussi l'obligation de construire du logement social. Et quand je dis nous sommes soumis à ces obligations, nous sommes aussi volontaires pour le faire. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, dernier point, nous ne sommes pas une commune riche, parce que nous avons dû toujours investir pour répondre aux besoins de dynamisme, d'accompagnement de la population. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas riche qu'il ne faut pas essayer de faire des choses. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, donc une fois que je dis ça, ben, nous sommes certainement la plus belle des communes et on va continuer à l'embellir et à bien travailler. Et donc, c'est notamment l'objet du projet que je vais vous présenter. Alors, l'objet donc de projet qui est déjà en cours de réalisation, ben, vous avez deux photos qui illustrent la situation. Le garage en 2012, qui était en place centre-ville, vous allez voir tout à l'heure sur le plan, où nous en sommes aujourd'hui en 2025. Je propose de passer avec le plan, parce qu'on va beaucoup mieux voir l'enjeu. Voilà. Ici, on a une présentation. Donc, vous avez le plan de l'hypercentre de Lamballe avec le premier rond vert en bas, c'est la gare TGV et TER. En haut à gauche, le rond vert, c'est la partie commerciale la plus importante, qui est pas limitée là, mais importante. Le rond rouge en haut, c'est la présence de ce qu'on appelle la collégiale. Donc, c'est un édifice religieux majestueux, on va le voir sur la photo qui suit. Et l'autre rond qui est à côté, ben, c'est la présence à la fois d'un collège et aussi de la rivière. Donc, on a à la fois les commerces, la gare et tout ce qui est là, tout le centre de vie avec le garage qui était en plein centre et qui s'était arrêté. Je précise que ces logements, il y en a besoin. Et puis, ben, vous le voyez aussi là-dessus, on a des maisons tout autour et des petites rues parce qu'on est dans l'hypercentre et donc un cadre de vie avec une rivière et de l'habitat. Et il faut conserver ça. Et nous sommes attachés à la conservation et au dynamisme de nos centres-villes. On continue. Ben voilà, vous avez cette vue aérienne. Au fond, la campagne, un peu plus loin, la mer, la collégiale, donc ce grand bâtiment, et le site du garage, il est auprès de la rivière. Voilà, il touche la rivière, et voilà où est le site après déconstruction, avec, on va en reparler tout à l'heure, des pales planches. Vous voyez tout de suite où ça se situe, inscrit dans l'habitat, près du commerce, et dans un cadre de vie et un cadre architectural intéressant. Continue. Je peux te laisser proposer à Solène de nous dire un mot sur le Oui, cheminement. sur l'intervention de l'EPF, aux côtés de la collectivité, par cette frise qui présente les grandes étapes du projet, qui là commence en 2019 par l'acquisition. En réalité, monsieur le maire disait, l'activité a cessé en 2012 et l'EPF a été sollicité très en amont et je pense que c'est aussi, facilitant dans le projet. C'est qu'en fait, dès 2016, l'EPF a été saisi. À partir de 2014, on a commencé à accompagner la collectivité à la fois sur une définition de projet, qu'est-ce qu'on fera de ce site demain? Mais aussi, de mieux comprendre le site en lui-même, quel est l'état des lieux, quelle est la situation? On sait que les garages en centre-ville sont souvent des sujets délicats en termes de pollution. Donc on a pu dès 2017, en fait, à la fois accompagner une partie de projet et à la fois approfondir les études sur l'état du sol et notamment la présence de pollution. Ce qui a permis en fait, dès le moment où on a signé la convention opérationnelle, d'avoir engagé en amont, des négociations avec les propriétaires et avec, le gestionnaire du garage. Parce qu'il y avait la question du pollueur-payeur, on y reviendra tout à l'heure. Mais en fait, au lieu d'acheter,
le garage à un prix élevé, en fait, on a appelé le gestionnaire du garage à venir participer, en fait, à la dépollution. Alors, la dépollution à un niveau industriel, à un usage équivalent de garage, donc forcément, c'est pas autant que si on fait du logement, mais ça nous a permis, on le verra tout à l'heure dans le montage, du bilan, ça nous a permis de, finalement avoir un foncier, de l'acheter à valeur négative, de l'acheter à moins 10 000 €. Donc en ayant à la fois reversé de l'argent au propriétaire, mais aussi, avoir, un pollueur qui participe, à la dépollution du site. Donc ensuite sur la phase, de déconstruction, donc là c'est bien l'EPF qui est maître d'ouvrage de la déconstruction. C'était un site qui était quand même assez important. En parallèle, une fois que les bâtiments sont déconstruits, on a pu, à réaliser la dépollution et ça, on le verra plus dans le détail parce que c'est vrai que ça a été un sujet compliqué avec des découvertes en cours de son chantier. Donc il n'a pas fallu se décourager et gérer les aléas en cours de chantier. Et ensuite, donc ça, c'est vraiment la phase d'accompagnement de l'EPF, sur ce qu'on appelle, nous, le proto-aménagement, c'est-à-dire la préparation du foncier à son usage futur. Et ce qui a été une force sur ce projet-là, c'est qu'on avait, au moment où faisait la dépollution, l'opérateur était identifié. Il a pu travailler son projet en fonction de l'état du sol et nous, on a pu faire la dépollution en fonction du projet. Et donc ensuite passer la main à la ville dans un premier temps pour l'aménagement, la viabilisation et la ville qui ensuite a passé la main sur les lots, à la Rance. Donc il y a vraiment eu un passage de relais successif, d'abord EPF, puis ville, puis Rance qui aujourd'hui est en train de sortir, le projet. On va regarder plus dans le détail le déroulé, différentes étapes, clés de ce projet-là. Je repasse la parole à monsieur le maire, mais voilà, c'était pour présenter un petit peu la mission de l'EPF aux côtés de la commune, mais c'est bien la commune qui, tout au long du projet, est maître d'ouvrage et décideur des choix qui sont faits. Merci Solène. Donc, je vais passer rapidement sur là-dessus parce que je pense que les grandes lignes ont été dites. Par contre, un point important, vous l'avez vu, le garage, il a fermé en 2012, 31 décembre, c'est-à-dire 2013. L'acquisition s'est faite officiellement en 2019. Il s'est passé du temps, mais justement, c'est des longues discussions quand même qu'il y a là-dessus et il fallait aussi partir déjà sur des choses, une bonne connaissance. C'est jamais facile de discuter avec des propriétaires qui pensent tous que leur propriété vaut une fortune en plein centre-ville. Et ce n'est pas forcément le cas. Et puis, bien évidemment, il ne fallait pas partir à l'aveugle, c'est ce qu'a très bien décrit Solène tout à l'heure. Néanmoins, donc, acquisition en 2019. Je précise quand même, et je reviens là-dessus, si le garage est fermé en 2013 et nous sommes aujourd'hui sur la perspective de livraison des logements en 2026, vous aurez vu, il faut 13 ans pour faire concrètement tout ça. C'est long, mais justement, ça veut dire qu'il ne faut pas se décourager. Donc, une fois que l'acquisition a été faite, comme l'a décrit Solène tout à l'heure, c'est la déconstruction. Donc, pilotée, portée par l'EPF et bien évidemment avec des études pour voir où ça devait aller. Donc là, on a découvert de l'amiante un peu partout, mais il n'y a pas eu de surprise. Mais la liste qui est là vous montre un petit peu tout ce qu'il y avait. C'est juste pour montrer qu'il faut aller chercher partout. Ceci étant, le chantier de déconstruction, très honnêtement, et très souvent, parce qu'on a eu aussi d'autres opérations comme ça, en général, se passe plutôt bien parce que humainement, et c'est un point sur lequel je reviendrai à plusieurs reprises, les gens sont plutôt contents de voir que ce garage qui était devenu une friche et qui restait là en plein centre-ville, et bien là, il y a une belle évolution. Donc, tout le monde était content. Enfin, ça avance. Avec bien sûr quelques contraintes de camions et tout, mais c'était intéressant. La déconstruction, donc, s'est bien passée. Vous avez la chronologie un peu. La photo en haut à droite, c'est le début, la déconstruction du bâtiment. À gauche, la photo intermédiaire. Et en bas, le chantier après déconstruction. Donc, il y a quand même un changement. Petite anecdote, on a découvert, comme on le fait quelquefois, le logo, l'ancien logo de la marque Renault, qui était caché derrière les constructions successives qui avaient eu lieu. Et pour tout vous dire, certains nous avaient dit, ah, il faut absolument le garder, le voir. Il est conservé, mais bien évidemment, il y aura des constructions devant. Mais il a été conservé. C'est ce qu'on fait souvent dans les découvertes archéologiques, entre guillemets. Donc, des constructions bien passées et assez rapidement. Par contre, ensuite, l'étape dépollution, qui, elle, était extrêmement importante. Là, ça a été un peu plus long et un peu plus compliqué. Et je vais m'y attarder un peu. Sur la dépollution, d'abord, il fallait faire des études pour voir un peu quelle était la situation. Puisque vous l'avez vu tout à l'heure sur les photos, il y avait le Gouessant, qui est la rivière qui irrigue toute la commune, qui passait juste à côté.
Donc les zones, je vais y revenir après tout à l'heure, donc il y avait les berges aussi à préserver. Les sondages ont montré que les eaux étaient pas profondes du tout à ceux-là au niveau des nappes. Et donc, il fallait mettre en place ce qu'on appelle des pales-planches pour pouvoir dépolluer les zones qui étaient polluées. Il fallait faire ces travaux en dehors des périodes de hautes eaux, puisqu'on est dans une zone inondable. Donc, il n'était pas question d'aller commencer à dépolluer et d'être inondé en même temps. On a aussi, vous l'avez vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait plein de maisons tout autour. C'est du terrain, en allant vers la rivière, il y a des terrains, je dirais, sur des étages. Et on avait des murs avoisinants qui, tant qu'ils étaient collés au garage, ça tenait. Mais là, on a découvert des choses qui ne tenaient pas. Et puis des riverains à côté, qui se sont habitués pendant quelques années à ce qu'il n'y ait plus rien du tout, avec une belle vue sur la collégiale, sur la rivière. C'était pas simple. Puis en plus, comme on a toute une vie, je le dis, il y a un collège, c'est une rue quand même assez passante, donc il fallait travailler sur tout ça en même temps. Donc tout ça a été pris en compte, le marché a été attribué, mais avec un surcoût, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que il y a la proximité du Bouessant, il a fallu mettre des protections pour éviter les effondrements protégés. Et donc les travaux de dépollution ont pu quand même commencer et être lancés donc, en fin 2021 et pour durer sur 2021 et 2022 sur une période assez longue. Donc, on a eu, diapo suivante, un avenant à la convention, puisque c'était plus coûteux, et puis une convention opérationnelle avec l'EPF. Donc, bien sûr, c'est l'EPF, bien sûr, qui conduisait tout ça. Mais comme, et c'est normal, en cours de chantier, il a fallu continuer à faire les études parce qu'on a découvert d'autres choses qui étaient sous les plaques de béton, parce qu'il y avait une grande partie qui était bétonnée, notamment une cuve avec des solvants un peu particuliers et avec risque d'explosion. On a découvert aussi qu'il y avait eu du remblai avec de l'amiante sous les bétons et dans les bétons. Donc il y avait des petits morceaux, donc il a fallu trier la terre, même s'il n'y avait pas beaucoup. Mais quand on destine un terrain à de l'habitation, on ne peut pas se permettre de continuer à avoir des résidus d'amiante dans le sol. Donc, il a fallu mettre en place un tri et une évacuation spécifique de ces résidus et amener donc de nouveau des surcoûts. Donc, vous l'aurez compris, on était parti sur une estimation des constructions, des pollutions de l'ordre de 900 000 euros. Ensuite, il y a eu les contraintes liées à ces produits spécifiques, les zones polluées, l'amiante qu'on retrouve dans la terre. Et on est arrivé à un montant total d'engagement financier de 2,2 millions au lieu de 900 000 euros, qui était l'origine. Alors, vous me direz, ça fait plaisir des surprises. Oui, c'était, je dirais, les choses, les aléas qu'on a découverts en cours de route. Et c'est dans ces moments-là que, justement, il ne faut pas se décourager, même si je ne vais pas vous cacher que je vous décris physiquement les choses, mais humainement, chaque fois qu'on avait les découvertes, que ce soit dans les services ou auprès des élus, c'était vraiment des coups de massue. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que parallèlement, d'abord, on avait l'accompagnement de beaucoup de structures en même temps. Ça, c'est extrêmement important. On ne conduit pas ça tout seul. Deuxième chose, là, je vous présente les étapes et comme on l'a fait tout à l'heure sur la frise successivement, mais parallèlement, on avait aussi les recherches de financement qui étaient faites et qui nous permettaient, et vous allez voir tout à l'heure, de regarder le moral. Alors, le plan suivant, vous allez voir, vous donne un peu la répartition des zones sans entrer dans les détails. Vous avez en bas à gauche ce qu'on appelle la zone A. Là, on avait quand même à peu près 3000 tonnes à extraire pour dépolluer en bordure de rivière. C'est là où je dis, il faut des pales planches. On avait la zone B qui est également en vert, un petit peu en haut, un peu haut à droite. Là, il y en avait un petit peu moins, mais on avait quand même de l'ordre de 200, 300 tonnes à peu près à évacuer. On avait des polluants qui flottaient, vous avez des lentilles de flottants. On avait les rectangles bleu-noir qui montrent les murs qu'il fallait consolider. Et puis, vous avez toute la zone ocre, un peu au milieu, qui était toute la zone où il y avait des remblais avec de l'amiante qu'il fallait trier, filtrer, évacuer. Voilà, donc sur ce petit espace-là, dans une zone en plus inondable, on avait tout ça en même temps. Et il fallut qu'on dure tout ça. Et pratiquement, quand on décrit ça comme ça, on se dit, oui, ça coûte. Et puis, mais ce que je voudrais montrer sur les diapos suivantes, c'est surtout le fait que ça avait aussi des contraintes. Parce que quand je vous dis de l'ordre de 3000 tonnes dans une zone et de 200-300 tonnes sur l'autre, ça représente 120 camions quand même, en plein centre-ville, dans des petites rues.
Ça fait, pour la zone B, ben, vous voyez, c'était de 2 à 5 camions par jour. La zone A, c'était une douzaine de camions de gros porteurs comme ça par jour dans des petites rues qu'il faut évacuer. Donc ça, c'est du très concret, sachant que, et vous allez le voir sur la diapo suivante, il n'y avait pas que la circulation. Forcément, pour excaver ces terres, ben, vous avez des nuisances olfactives, vous avez des poussières, c'est une pelleteuse, ça fait du bruit, c'est en plein centre-ville. Vous avez ensuite ces camions qui circulent dans les rues, donc avec la nécessité de nettoyer les voiries. En plus, comme c'est à proximité du collège, vous aviez des bus qui passaient le matin, donc il fallait faire concilier tout ça. Vous aviez, je l'ai dit tout à l'heure, des solvants avec notamment des risques d'émanation, donc il fallait en permanence contrôler les émissions de gaz. Il fallait bâcher les camions pour éviter qu'il y ait des craintes et des choses comme ça. Il fallait brumiser pour abattre les poussières. Et puis, je rajoute une chose aussi, et j'ai oublié de vous le dire quand on a eu la déconstruction qui s'est extrêmement bien passée, mais comme il y avait beaucoup d'amiante, vous avez en plein centre-ville des personnes qui arrivent avec des tenues étanches et tout, et vous imaginez en plein centre-ville une population, des gens qui s'activent avec des tenues et tout, forcément, vous générez des craintes. Donc, tout ça s'est bien passé, mais il y avait un gros besoin d'information, de rassurer auprès des gens, sachant qu'en plus de tout ça, parmi les autres aléas, c'est la diapo suivante, vous aviez aussi forcément des eaux qui étaient polluées. Et comme il y avait de la filtration d'eau, il fallait bien rejeter ces eaux. Et il y en a qui sont rejetées au baissant, ça générait des pollutions. Donc, ça ne pouvait pas être rejeté comme ça. Il a fallu mettre en place une unité de pompage et de traitement spécifique et donc de dépollution de l'eau et mettre un barrage pour éviter la pollution de la rivière et donc contrôler tous ces rejets. Donc, vous voyez, d'une opération qui paraît simple, on déconstruit, on dépollue, on excave, en fait, il y avait beaucoup de complications derrière. Mais en fait, tout ça, ça s'est quand même plutôt, je dois le dire, bien passé parce qu'il fallait bien coordonner ensemble. Bien évidemment, c'est coûteux. Oui, c'est vrai, mais on se rend compte aussi qu'il ne faut jamais le perdre de vue. C'est ce que nous, on redit régulièrement. Mais si on est passé par toutes ces étapes-là, c'est qu'auparavant, on avait cette zone-là qui était polluée. Et en termes d'infiltration et d'écoulement vers la rivière, il pouvait y en avoir en permanence. Au moins, maintenant, on a la tranquillité et on sait que ce site, il est dépollué et que donc, on n'a plus ces infiltrations dans la rivière. Donc, c'est quand même un élément extrêmement important que je voulais souligner. Et pour vous illustrer la chose aussi, une photo qui est sur la diapo suivante. Sur la diapo suivante, vous avez ces systèmes de pales planches. Quand je vous disais tout à l'heure, on a mis des pales planches, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais c'est comme ce que vous voyez parfois dans des ports ou quand on construit des ponts. C'est des grosses barres et des plaques métalliques qui sont enfoncées dans le fond, dans le sol à très grande profondeur pour qu'il n'y ait pas d'infiltration, qu'il n'y ait pas d'éboulement. Et on isole toute la partie qu'il va falloir creuser. Et ensuite, on pompe aussi l'eau qui arrive dedans un petit peu. C'est vraiment un énorme travail. Et tout ça, je vous le redis encore une fois, en plein centre-ville, avec le bruit, avec tout ce qu'il y a. Donc, heureusement, il y avait eu des réunions avec les riverains et on continuait d'être en contact avec eux. Mais c'est un élément extrêmement important et que vous allez voir aussi apparaître dans les discussions concernant le permis d'aménager et les permis de construire sur la diapo suivante. Alors, la diapo suivante, bien évidemment, qui était conduite en parallèle, c'est que aménager, enfin, dépolluer, déconstruire, dépolluer, c'est bien pour disposer du terrain, mais pour en faire quelque chose. Si on attend que tout soit déconstruit, dépollué, pour ensuite aller chercher des aménageurs, ça prend du temps. Alors, inutile de vous dire que quand des aménageurs voyaient un terrain d'à peu près 10 000 m² en plein centre-ville, il y en avait beaucoup qui étaient intéressés. Et puis en fait, ils venaient et puis très rapidement, tout le monde s'en allait, se désengageait en disant non, non, c'est pas pour nous, c'est trop compliqué. Et c'est vrai que c'était compliqué. Néanmoins, la RANS, donc le bailleur social, et on les a rencontrés et ils ont été volontaires pour reprendre le projet. Ils ont missionné un architecte, ils ont travaillé sur le zonage. Alors le zonage PPRI, je le précise, c'est sur 10 000 m² en plein centre-ville. Déjà, il n'y avait que 5 000 m² à peu près qui sont constructibles. Les 5 000 autres mètres carrés, ils sont inondables, donc non constructibles. Donc déjà, ça limite les possibilités. Mais donc, on a beaucoup travaillé avec la RANS, avec son architecte, parce qu'ils avaient envie aussi de faire des choses. C'est là que c'est intéressant aussi d'avoir un bailleur comme eux et de se dire, oui, là, il y a quelque chose d'intéressant à faire.
Donc, on a eu tout un travail avec eux, avec la DDTM aussi, avec les cabinets d'études, avec l'ABF, parce qu'on est à proximité de la collégiale, sous une vue directe, avec les riverains, je vous ai dit, qui avaient bien vécu pendant quelques mois avec un garage qui était abandonné, donc il ne faisait plus de bruit, ils avaient une belle vue sur la collégiale, tout allait bien. Donc, il a fallu les rencontrer, discuter avec eux. On a évoqué aussi le fait de pouvoir libérer des fonds de parcelle, mais ça ne les a pas intéressés. Ils ne voulaient pas non plus céder de terrain, parce que nous, on était prêts à aller un peu plus loin. Voilà, mais beaucoup d'échanges pour, au final, arriver en 2022 à un permis d'aménager sur la base d'une valorisation des 5000 m² constructibles. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a eu d'autres contraintes, c'est que les propriétaires, quand ils ont vendu, bon, il faut toujours trouver un accord, ils ont quand même demandé à pouvoir bénéficier de certains avantages, et notamment un accès à une maison qui les intéressait. Ben, tout ça, il fallait prendre ça en compte pour notre aménagement. Bon, on a réussi. Ensuite, les permis de construire ont été accordés et il faut le savoir, comme dans beaucoup de cas, dans ce genre de situation, eh ben, on a eu un recours collectif gracieux des riverains. Et je ne sais pas si c'est de la chance ou si c'est le résultat de tout le travail qui a été fait par les services, par les élus, mais je dois dire qu'on a réussi à dégoupiller et à répondre quand même à leurs craintes, parce qu'il y a aussi des craintes, il faut savoir les entendre aussi. Donc, et on a fini par répondre à tout ça et ne pas avoir de recours auprès du tribunal administratif. Je vous dis très franchement, heureusement, parce qu'on a eu quand même à peu près toutes les étapes avec les surprises désagréables, les découragements possibles et tout. Mais là, ça s'est quand même bien soldé. Voilà. Donc, on a même essayé d'essayer de trouver des arrangements, même pour leur faire un réaménagement de leur terrain. Et puis, en fait, au bout d'un moment, ils ont laissé tomber. Bon, on pense que comme dans beaucoup de cas, il y avait une petite partie d'agitation. Et souvent, c'est ça dans les projets de quelques personnes. Et puis, en fait, l'immense majorité des gens se dit, bah, tant mieux, il faut que ça se fasse. Et puis, les gens comprennent bien. Mais il a fallu passer du temps à discuter, hein. Moi, je ne vous raconte pas le nombre de rendez-vous des services, des élus qui ont eu lieu pour apaiser tout ça. Toujours est-il que ça a quand même avancé. Et la diapo suivante vous montre un peu le plan tel qu'il est établi sur la gauche. Vous voyez, donc, il y a en total de 30 logements sociaux et 10 logements en, en location, non, en accession sociale. Donc, c'est le lot 2 et le lot 4. Le lot 3, le lot 5, le lot 1, donc ce sont des logements sociaux et 30 logements sociaux sous forme de maisons individuelles et de collectifs, avec une particularité, si vous le voyez sur ces logements, donc toute la partie nord, ben, elle est non constructible. On a profité pour en faire une valorisation d'espaces verts en bordure de la rivière et d'aménager un sentier piéton qui rejoint ce qu'on appelle le sentier des lavoirs. Donc, d'une contrainte de zone inondable, on a fait une opportunité, je dirais, de zone un petit peu de déambulation. On peut se poser, vous le verrez sur des photos après, on a installé des fauteuils en bois. Déjà, ça y est, c'est fonctionnel et ça change complètement la physionomie. On a aussi travaillé aussi sur des choses qu'on oublie quelquefois, mais du coup, on a amélioré le cadre parce qu'avant, c'était un vieux garage. On a amélioré aussi dans ce permis d'aménager et tout ce qui est lié à l'environnement aussi, notamment, je redis, et ça revient très souvent, hein, avant, tout était imperméabilisé. Ben, on a de l'infiltration de l'eau à la parcelle. On a le cadre qui est beaucoup plus beau, la fonctionnalité pour les habitants. Donc, on a profité et essayé de trouver quelque chose d'agréable pour, pour le cadre de vie. Et puis, n'oublions pas, surtout, du coup, on a 40 logements, dont 30 logements sociaux en plein centre-ville, qui va permettre de loger des personnes, de redynamiser et contribuer à la dynamique du centre-ville, quoi. Bien évidemment, il y avait des contraintes aussi de l'ABF, hein, j'ai dit tout à l'heure, on a réussi à accepter tout ça. Et puis, vous le verrez aussi, tous ces bâtiments qui sont là, ils sont construits avec, sur la diapo d'en haut, on le voit, une surélévation pour que d'une part, ça fasse une zone d'expansion pour les crues et que d'autre part, il n'y ait pas de risque pour les habitants de ces bâtiments-là. Ce qui est important aussi, donc, bien évidemment, tout ça a pu coûter cher et
en parallèle, eh bien, nous avons eu aussi la chance et une opportunité, il faut savoir le dire, qu'on a pu répondre à des appels à projets pour le recyclage foncier des friches en Bretagne et pour l'accompagnement pour des travaux de pollution auprès de l'ADEME sur des anciennes ICPE. On a donc monté ces dossiers avec l'EPF, déposé ces dossiers et on a eu une réponse positive pour ces deux appels à projets pour un premier montant de 375 000 euros avec l'ADEME, 600 000 euros avec l'État. Et coup de chance, on a pu aussi les réévaluer parce que tout ce on a eu en plus en termes de soutènement des berges, des choses comme ça, je vais en dire un mot tout à l'heure, a pu être pris en compte. Donc, nous avons eu aussi une belle opportunité, c'est que c'est tombé au moment où juste on était dans le créneau pour pouvoir faire ces demandes. Donc, une belle chose. Heureusement, parce que sinon, je pense que pour nous, ça faisait des montants très élevés. Euh, Là-dedans, il faut aussi le dire, le travail était conduit par tout le monde en même temps, entre le PF, bien sûr, parce que c'est lui qui nous portait nos choses, la commune et la RANS en permanence, et l'État et l'ADEME aussi. On a été parfaitement en phase là-dessus en permanence. Voilà, donc on y reviendra tout à l'heure sur le côté financier, mais je voulais déjà le dire, et surtout se dire que ça s'est tombé bien au bon moment. Il faut savoir saisir dans des projets comme ça toutes les opportunités qui se présentent. L'autre opportunité, c'est celle que je vais vous présenter dans la diapo suivante. C'est aussi le fait que, comme nous avons cette rivière qui coule en plein centre-ville, sur une zone historiquement marécageuse, ben, on avait régulièrement des inondations. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette zone inondable. Et on en a profité puisqu'il y a un pont, mais qui, au fil du temps, et vous le voyez sur la photo de gauche, il y avait toute une partie les premières arches du pont qui étaient complètement envasées, avec des arbres même qui avaient poussé. Et on en a profité pour reprofiler la berge et pour diminuer le risque d'inondation et de faire un aménagement aussi paysager plutôt sympathique plutôt que des arbres qui n'avaient pas tellement de valeur dans ce cas-là. Donc, en fait, on a en même temps réduit le risque d'inondation sans pour autant altérer, parce qu'on n'intervient pas comme ça sur n'importe comment. Donc, on a profité de cette occasion-là. Et puis, bien sûr, bah, tout ça, c'est pour aboutir à des conclusions. Je vous en ai dit quelques mots. Vous allez voir sur la diapo suivante, en termes de construction, ce que ça représente pour nous. Voilà. Je ne reviens pas dessus sur l'ensemble des étapes, mais les études étaient faites, comme on dit, en temps masqué. Les zones polluées, tout ça, on a pu revérifier pour que ça colle bien. Et 2023, on a pu reprendre le site et pouvoir, dès 2023, faire les travaux d'aménagement, puisque cela il relevait à la ville, donc l'aménagement de voirie, et permettre aux bailleurs sociaux qui, donc, j'ai dit tout à l'heure, avaient déposé les demandes de permis et tout, donc de commencer ces travaux en 2023. Bon, en pratique, ça a réellement commencé plutôt début 2024, mais pour une durée d'à peu près 2 ans. Donc, ça veut dire qu'en 2026, on pourra avoir la livraison des logements. Ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, je vous l'ai cité, donc en bordure de rivière, ben, vous voyez ici, on a remis des fauteuils, une petite zone de déambulation, de pause, on a replanté des arbres qui sont en train de feuiller en ce moment. Ça devient vraiment un quartier agréable à vivre et à déambuler. Voilà, donc je le redis aussi, notre dernière crainte, parce qu'on en a jusqu'au bout, mais maintenant elles sont toutes levées, c'est que, il fallait qu'on s'assure que tous nos espaces, même là où va le public, où éventuellement les enfants iront jouer, que c'était conforme en termes de sol. Et tout ça a été bien revérifié. Donc, on est vraiment sur un endroit qui, à l'origine, était une zone totalement construite, avec des pollutions, avec de l'eau qui coulait directement à la rivière, avec quelque chose qui n'était pas forcément très, très esthétique. Et on en a fait du logement social à proximité immédiate du centre-ville, de la déambulation, des zones agréables. On a donc amélioré en termes de rejet de l'eau, des inondations, des berges. Et je pense qu'on a aujourd'hui quelque chose qui est vraiment en train de bien prendre sa place et d'être parfaitement au plus accepté. Parce qu'il y a aussi toute cette question de l'acceptation de la population qui passe bien. Mais néanmoins, ce que je veux dire, c'est que je vous dis tout de suite que les logements seront livrés en 2026. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, l'arrêt du garage de 2013, bon, c'est long. C'est long, ça couvrira même en gros 4 mandats, donc c'est intéressant. C'est complexe,
mais c'est extrêmement passionnant et on se dit qu'on a peut-être évité plus d'un hectare de consommation de foncier. On va permettre à des gens qui n'ont pas de voiture d'habiter là, de faire leurs courses et de montrer que d'une situation qui était plutôt embêtante pour tout le monde, et ben, on se projette sur un endroit où il y a de la vie qui réapparaît. Je le dis aussi, j'ai oublié de le citer, il y a également 300 mètres carrés de cellules qui peuvent être de services commerciaux qui sont prévus dedans. Et donc, ça contribue non seulement au logement, mais au service et à l'activité commerciale. Donc, c'est intéressant. Et le dernier point, ce qui est essentiel, vous l'aurez compris, c'est l'extraordinaire qualité des relations qu'il y a eu entre les différents intervenants, État, ADEME, on a eu des financements de la région, l'accompagnement du bailleur social, le portage essentiel de l'EPF, sinon on ne sait pas faire là-dessus. Et tout le monde a vraiment bien joué le jeu là-dessus pour que on aboutisse et qu'on y arrive. Merci de votre attention. J'ai été extrêmement rapide parce que si je ne me retiens pas, je peux y passer beaucoup de temps. C'était absolument parfait. Merci beaucoup, Monsieur Herpet, pour ce témoignage. Est-ce que Solène, vous souhaitez prendre la parole pour compléter maintenant le témoignage? Rapidement, pour dire que c'est un projet qui est assez exemplaire et enfin, je pense qu'il peut être inspirant parce que c'est pas un projet qui a été facile, on l'a dit. Il y a eu on savait d'emblée que ce serait compliqué. La collectivité a eu l'audace d'y aller quand même en se disant on est conscient de ce dans quoi on va parce qu'on avait déjà fait des études en amont, on avait commencé à faire des sondages. Donc on n'y est pas allé à l'aveugle, mais on sait que tant qu'on n'a pas déconstruit, on ne saura jamais ce qu'il y a sous la dalle. Donc la commune a osé y aller et s'est appuyée, enfin, et on était à ses côtés assez tôt pour pouvoir ne pas faire d'erreur non plus en termes d'offres. Parce que parfois on arrive sur des fonciers où tout est déjà un peu calé, et puis bon, la pollution, elle se voit pas. Donc en fait, on se dit ce site a de la valeur parce qu'il est bien situé, oui, mais tant qu'on n'a pas chiffré les dépenses prévisionnelles, on ne se rend pas compte en fait que c'est un foncier qui a une valeur négative et ça, je trouve que c'était important qu'on soit suffisamment tôt et la collectivité a vraiment fait ce travail et pris le temps en fait, avant de conventionner, parce qu'on n'a quand même pas conventionné tout de suite, on a vraiment pris le temps de la réflexion. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Oui, on y va et puis une fois qu'on y va, ben, voilà, il y a un moment, on est effectivement au milieu de la berge, on ne peut pas s'arrêter au milieu du pont, il faut continuer à traverser. Donc, les mauvaises surprises en cours de chantier, en fait, ont été autant d'occasions de se dire bon, bah, comment est-ce qu'on rebondit là-dessus? Et on peut le monsieur le maire l'a dit, mais je le redis, on a eu vraiment une bonne chance sur les fenêtres, en fait, de l'alignement de planètes, notamment sur le plan de relance Fonds Friches, où il fallait que ce soit des projets à la fois suffisamment mature, mais pas non plus que les dépenses soient engagées. On a eu des opérations qui n'ont pas pu rentrer parce que on avait déjà engagé les travaux, on avait déjà notifié les marchés. On a eu des opérations qui ne sont pas passées, en tout cas pas sur la première vague, parce qu'on ne savait pas exactement quel était le chiffrage. Là, on était vraiment prêt à commencer. Et au moment où on allait poser le crayon, il y a eu cette opportunité. Donc c'est clair que ça a permis de déboucler, parce que sinon, je pense que la collectivité se serait quand même endettée sur, plusieurs années avec les mauvaises surprises qu'on a pu avoir en cours de chantier. Donc ça a permis, au final, on s'en sort avec le même reste à charge que ce qu'on avait estimé au début, sauf que les recettes et les dépenses ont bougé entre-temps. En fait, il y a eu beaucoup d'évolution du bilan tout au long du projet. On était tout le temps en train de se recaler en se disant: «Bon, on en est où? Notre prix de revient, c'est où? Le reste à charge de la collectivité, c'est combien?» Une veille aussi, financière, et puis Juliette nous montrera un petit peu ce déroulé-là plus dans le détail. Mais ça n'a pas été facile, mais c'est vrai on est tous très contents du résultat et aussi, moi je le confirme, hein, le travail de la Rance et puis, son arrivée au bon moment dans le projet. C'est-à-dire pas trop en amont pour qu'elle ait pas à faire un peu du surplace le temps qu'on fasse nos travaux, mais suffisamment tôt pour qu'on puisse vraiment réajuster, la manière dont on travaille, regarder les finitions de sol. On a pas mal parlé de portance des sols parce qu'effectivement la proximité de la rivière fait qu'on est sur un terrain qui est plein d'eau en fait, qui est plein d'eau et du coup dès qu'on creuse, bah, ça se remplit d'eau et ça, c'était une sacrée complexité à la fois pendant le chantier de déconstruction, de dépollution. C'est aussi une complexité pour la Rance aujourd'hui. C'était pas un site facile, mais je trouve que le jeu, en valait vraiment la chandelle et ce qui en est fait est de se dire que ce terrain-là, si central, puisse permettre, d'accueillir des familles modestes, bah, je pense qu'on peut en être fier en fait. Oui.
En effet, bravo aux élus, bravo à toutes les équipes hein, pour avoir mené cette opération complexe et sur le temps long. On va poursuivre tout de suite avec le décryptage financier proposé par Juliette Maître. Avant ça, juste un petit rappel, si vous souhaitez poser des questions à nos intervenants, n'hésitez pas à les ajouter. Voilà, c'est parfait dans le fil de discussion et on les relayera juste après. Juliette, est-ce que c'est Oui, bon? c'est Eh bon. bien, c'est parti, on te laisse la parole. Et ben voilà, comme ça, je réponds direct à la question qui nous demande combien ça va coûter. Donc voilà, là, on vous a donné plein de chiffres. On va essayer de vous remettre au clair comment ça s'est passé pour ce bilan. Donc, vous aurez, pour ceux qui veulent le voir, voilà, un détail du projet et des bilans qui sont déjà disponibles. Tu peux avancer. Donc en fait, déjà comprendre tous les acteurs, on est vraiment sur un projet très complet puisque, on a effectivement au départ, un propriétaire, d'une friche, qui cherche, voilà, à la vendre, à s'en séparer et puis, monsieur le maire en parlait de se dire: «Bah, voilà, on va avoir besoin d'acteurs, d'un aménageur pour faire, les travaux, puis d'un opérateur pour construire». Les aménageurs quand ils voient toutes les contraintes, ils viennent, ils repartent. Et là, le rôle de l'EPF pour réaliser ce qu'on appelle le proto d'aménagement qui a été décrit, par Solène Jouan, donc aider pour la phase d'acquisition, au bon prix avec les bonnes discussions, prendre en charge la démolition, toute la dépollution avec tous les aléas et difficultés, tenir compte aussi des particularités, du sol et de la proximité de l'eau, donc à peu près tout ce qu'on peut trouver et là vraiment l'EPF agit entre propriétaire et l'aménageur et jusqu'à derrière, bah, ensuite, on passe dans la question immobilière, ce qui est en cours, c'est-à-dire trouver un ou des opérateurs qui vont construire dans le cas précis pour ensuite que ce soit voilà, des utilisateurs, des habitants qui sont saisissants. Passer à la suivante. Donc, pour le coup, ce schéma type dans le cadre du projet ici du garage Renault, donc c'est le propriétaire qui vend à l'EPF Bretagne pour le compte de l'Emball Armor, hein, dans le cadre des conventions dont on vous parlait tout à l'heure. Effectivement, il y a plein de choses cachées qu'on ne voit pas, hein, toutes les discussions, toutes les études. Et en fait, l'EPF ensuite, il revend, après avoir fait la déconstruction, le désamiantage, la dépollution à l'Emball Armor. Et ici, en fait, l'aménageur, c'est l'Emball. C'est un projet qui est réalisé en régie. Le permis d'aménager, il a été déposé par l'Emball Armor. Donc la commune, là, se charge de faire l'aménagement. Je vais vous montrer les bilans après. Et ensuite, une fois qu'elle a aménagé ce terrain, qu'elle en a profité d'ailleurs pour aménager les berges, hein, comme on a vu tout à l'heure les belles images, le cède en fait à l'euro symbolique au bailleur social, la Rance, et qui lui, ensuite, derrière, va se charger de construire les logements locatifs sociaux et derrière restera sur place pour les louer. Et pour la partie en fait accession sociale, et ben, construit, vend les maisons qu'on a vues à des propriétaires dans le cadre de l'accession sociale. Et puis il restera aussi la cellule d'activité qui pourrait être voilà, soit saisie à un investisseur, je ne sais pas, on pourrait peut-être préciser si c'est calé ou pas encore. Voilà. Et évidemment, ce projet, il profite aussi à tous les usagers de l'espace public parce que cette opération, au-delà de produire du logement social, elle produit aussi un accès à la rivière et un espace public de qualité. Voilà, donc un peu tous les acteurs résumés ici dans l'opération. Donc, si on regarde maintenant les aspects financiers, donc effectivement, on va se retrouver avec plusieurs bilans qui s'articulent. Classiquement, pour le volet aménagement, eh ben, on a des dépenses d'un côté, des dépenses d'études, des dépenses de foncier, des dépenses d'aménagement, des dépenses de financement des équipements publics. Quand c'est fait par un opérateur public ou privé, par un aménageur, il faut qu'il se rémunère. Et puis, on a tout un tas de frais. Et en face, les recettes principales, quand on est sur une opération d'aménagement, classiquement, ce sont la vente des terrains. Et puis, on peut avoir des subventions et des participations. Donc, si on regarde là dans le cas précis de l'Emball, donc on a ici en fait un acteur avant qui est l'EPF. Solène Jean disait on avait toujours les bilans, on les réajustait tout le temps. Donc en fait, l'EPF, lui, il a son propre bilan. Et l'EPF, il a quoi? Il a d'un côté les études. On nous a parlé, hein, toutes les études qu'il y avait nécessaires au fur et à mesure. Le foncier, donc c'est bien l'EPF qui achète le terrain là au propriétaire du garage, qui se charge de la remise en état, qui a quelques frais de gestion, et ensuite qui recède à la collectivité, dans le cas de l'Emball, parfois directement à l'opérateur, le foncier. Et dans le cas de l'Emball, en fait, ça nous a été dit, l'ancien locataire, en fait, plutôt que de dépolluer lui-même, parce que normalement, le principe du pollueur-payeur, c'est que c'est le propriétaire qui dépollue. Là, en fait, il a contribué financièrement à la dépollution.
Et puis, il y a eu les subventions. Et en fait, on va le revoir, c'est que pour la collectivité, la revente, elle ne se fait pas au prix de revient. Elle se fait de manière réduite puisque la collectivité a bénéficié du dispositif de minoration foncière qui permet d'aider à la sortie de l'opération. Si on regarde, hop, voilà. Donc, au final, qu'est-ce qui reste comme bilan pour la collectivité? Il reste des frais d'études, il reste le foncier qui a été remis en état par l'EPF. Donc ça, la commune n'a plus à s'en charger, l'EPF l'a fait. Il reste les travaux d'aménagement et puis assez classiquement dans les opérations en régie, les communes ne mettent pas vraiment toujours leurs frais de tout le personnel qui a travaillé. Alors, je pense que vous y avez passé du temps, monsieur le maire, et vos équipes aussi. Voilà. Si vous étiez passé par un aménageur dans le cadre d'une concession, ils auraient indiqué des frais. Et en recette, vous avez une cession à l'euro symbolique, donc on va le voir, ça ne fait pas beaucoup de recettes. Et un certain nombre de subventions. Par contre, même si c'est une cession à l'euro symbolique, l'opérateur a mis une contribution. On va regarder les bilans détaillés. Voilà. Et puis, ça, on y reviendra peut-être dans un prochain webinaire, c'est comprendre qu'en fait, le bailleur social, lui, il a aussi son bilan. Alors là, dans le cas de l'opération, il en a deux. Quand il agit en tant que bailleur social, lui, d'un côté, il a des charges pour le foncier. Donc là, on a vu que dans le cas de l'emballe, en fait, il a un foncier qui lui est cédé à l'euro symbolique, il va avoir les coûts de construction des bâtiments, et puis il a des coûts de prestations intellectuelles. Et ça, lui, il doit chercher à le financer. Donc, il va y mettre des fonds propres, il va peut-être toucher des subventions et puis il doit emprunter. Et en fait, le principe pour un bailleur, c'est que il loue et les loyers sont plafonnés. On regarde, c'est régulé. Et donc, en fait, ces loyers, ça doit lui permettre à la fois de reconstituer les fonds propres qu'il a mis, rembourser son prêt et puis tenir compte des frais de gestion, des taxes et des risques impayés. Donc lui, il réfléchit en fonction de tout ça. Il faut qu'il arrive annuellement à rembourser et à gérer son plan de financement. Et quand il est en accession sociale, c'est sur la diapo suivante, donc là, en fait, il a la même logique qu'un promoteur, c'est-à-dire que il sait, et on y reviendra tout à l'heure, à combien il va pouvoir vendre en accession sociale, parce que là aussi, les prix sont plafonnés. Quand c'est un promoteur, il va se baser sur les prix du marché. Là, pour l'accession sociale, c'est plafonné. Et donc ensuite, comme ça, c'est ce qu'il connaît. Il y a ce qu'il déduit, et donc ce qu'il déduit, donc il paye de la TVA, même si elle est réduite en accession sociale. Il a un certain nombre de frais, il doit payer des travaux, et donc il voit ce qu'il lui reste pour acheter sur le foncier. Ici, dans le cas précis de l'emballe, il lui restait pas grand-chose pour acheter le foncier, d'où la cession à l'euro symbolique et une petite contribution. Et si on regarde l'articulation des bilans, voilà. Donc en fait, on a en premier l'EPF avec ses dépenses, ses recettes. Les recettes de cession dont on déduit la minoration foncière, ça vient remplir le poste foncier de la collectivité. Donc, ça me permettra de répondre à la question sur le reste à charge. La collectivité, de son côté, elle a une cession, certes à l'euro symbolique, des subventions et des fonds propres qui viennent de son budget général. Et puis le bailleur, lui, il a aussi ses dépenses et ses recettes. Et tout ça se croise. La collectivité, elle va aussi permettre d'accueillir des ménages qu'elle peut être amenée à aider. Et les ménages, ils vont soit louer, soit acheter en fait au bailleur social. Donc tous les bilans s'articulent. Et donc, si on regarde maintenant les montants précis, donc côté EPF, on a eu un poste d'acquisition à 103 000 euros. Alors, effectivement, quand elle parlait de foncier négatif, Solène, c'est que l'exploitant a payé 110 000 euros. Donc, en fait, ils ont acheté le foncier moins 7 000 euros. Voilà, les études pour 150 000 euros à peu près, et puis les travaux de remise en état, oui, il y a presque 2 millions de coûts de dépollution, et puis quelques frais de gestion. Et en face, en fait, c'est l'EPF qui a bénéficié d'une subvention fonds friche des GLN et d'une subvention ADEME, ce qui fait quand même voilà, un écart encore de presque 1 million qui serait resté à la charge de la collectivité. La minoration foncière fait que le reste à charge de la collectivité, il est autour de 300 000 euros. On sait que ça bouge, là, c'est à peu près stabilisé, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Et donc pour la commune, le poste foncier, au lieu d'être à 2,2 millions, parce que s'il n'y avait pas l'EPF, c'est ça que ça voudrait dire, pas d'EPF, pas de subvention, ça veut dire 2,2 millions. Bon, pour le coup, il n'y a plus que 300 000. Mais encore 300 000, vous me direz, des travaux d'aménagement pour à peu près 1 million. Et on voit qu'il y a aussi tout ce travail sur l'espace public qui compte. Pas de frais de gestion, je vous l'ai dit, souvent les communes oublient. Et puis en face, en recette, donc la commune a bénéficié d'une subvention de la région, le bailleur de l'EPCI,
pour 450 000 euros, le bailleur social qui a quand même fait une petite participation de 200 000 euros, et donc c'est un reste à charge au final pour la collectivité de 660 000 euros. Voilà. Donc, et en face, eh ben, le bailleur social, donc là, on refera le point, nous, dans une fiche mise à jour. Le PSLA, il était, alors en 2024, hein, c'est des montants qui sont donnés au niveau national en fonction du zonage. Alors, la particularité aussi qu'a eu l'Embal Armor, c'est qu'on est passé d'un zonage C à un zonage B1. Donc là, aujourd'hui, c'est les prix sur du B1. Le bailleur, il est parti sur des options sur le précédent zonage. Donc, on n'est pas sur les mêmes prix. Là, on vous a donné les prix actuels. Aujourd'hui, il faut savoir que quand on parle d'accession sociale à la propriété, dans un secteur comme l'Embal, ça fait une maison autour de 270 000 euros pour une petite maison T3. Une maison T5 de 90 mètres carrés autour de 365 000 euros. Et si on passe à la suite, voilà. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, si on cumule toutes les dépenses, hein, si la commune avait tout fait toute seule, en fait, on a un projet qui coûte 3,2 millions, hein, entre le foncier d'un côté, qui représente finalement pas grand-chose, hein, sur le coût total, 4%. C'est surtout la remise en état, on est à 68% du montant total, et puis la viabilisation. Au final, voilà, à peu près 2 millions pour remettre en état le foncier sur 1 hectare et pour 40 logements. Au final, en reste à charge pour la commune, on n'est plus qu'à 311 000 euros. Voilà. Si on regarde un peu, nous, dans le cadre des travaux de capitalisation du fonds Friche Fonds Vert, on avait la moitié des projets qui sont autour de 400 000 euros de friches par hectare, de friches traitées, hein, ce qui est un peu le cas ici. C'est vrai que si on regarde sur les coûts de remise en état, nous, la difficulté des projets qui sont dans le fonds Friche, c'est que souvent, on a le montant qui reste à la charge une fois que le PF a fini. Donc, on ne voit pas toujours le coût total, hein, on ne voit pas toujours apparaître la minoration foncière. Donc, voilà, en moyenne, hein, au niveau national, le coût de recyclage des friches, c'est 780 000 euros à l'hectare. Sachant que vous avez bien compris que dans le cas de l'Embal, on était sur une opération qui était particulièrement complexe, chère, fortement polluée avec la contrainte inondation. Donc, on a un projet qui est plutôt cher. Voilà. Et on a des fois des projets qui ne coûtent pas grand-chose. Donc, on a un gros écart type. On a des projets qui vont effectivement monter à 1 ou 2 millions euros à l'hectare, comme à l'Embal. On est plutôt sur la marge haute. Voilà, on a tous ces écarts de prix et d'où l'importance aussi, je renfonce le clou qui a été dit par l'EPF, de faire des études assez tôt pour savoir et pour pouvoir essayer d'anticiper au maximum, ce qui n'empêche pas les aléas, pour permettre à l'opération d'être menée à son terme, comme ça a été le cas ici. Voilà, donc aujourd'hui, on voit sur ce poste foncier, mais qui est très important du fait du coût de remise en état. Et donc, un dernier petit point pour aller au bout de la logique financière, c'est que, vous pouvez avancer la diapo. Voilà, ça a été dit au départ, la finalité de l'opération, c'était pas de dépolluer, même si c'est déjà un gros apport pour le territoire, c'était de loger la population. Voilà, donc aujourd'hui, si on se demande voilà, quels sont les revenus des ménages sur le secteur, et leur capacité d'acquisition avec les prêts aux conditions actuelles. Là, ça vous donne à peu près, voilà, si la population de l'agglomération, voilà, la médiane, c'est-à-dire à peu près la moitié des ménages, hein, 50% au-dessus, 50% en dessous, s'ils empruntent sur 20 ans avec un taux à 2,06, eh ben, ils peuvent emprunter 200 000 euros pour des primo-accédants. Donc on voit qu'en gros, la classe moyenne, elle peut acheter entre 180 et 250 000 euros sur le secteur de l'emballe, sans PTZ, hein, puisque le PTZ est revenu, mais il peut bouger. Donc voilà, c'est toujours à moduler, c'est pour avoir des ordres de grandeur. Sur vos territoires, en fonction d'où vous êtes, vous avez peut-être des chiffres différents. Si on regarde à peu près les prix des logements sur l'emballe, on voit que, par exemple, les maisons anciennes, elles ont pas mal augmenté, hein, depuis 2018. On est passé de 172 à 215 000 euros, mais qu'en gros, 215 000 euros, on arrive à acheter une maison, ce qui est à peu près ce que peut acheter quelqu'un du 6e décile, qui a assez peu d'appartements anciens, mais voilà, on peut acheter un petit appartement à un prix moyen de 75 000 euros, un appartement un peu plus grand pour 114 000 euros.
Voilà, donc ça sera un point à suivre aussi de manière assez forte. C'est comment, voilà, les prix qui sont proposés là en accession sociale, ils sont peut-être un peu élevés au regard des revenus des ménages. Il faudra voir si ça se passe bien au niveau de la commercialisation. Le PTZ va sûrement avoir aidé à permettre cette accession abordable. Voilà, c'est vrai que si on compare par rapport aussi aux prix qui peuvent rester dans les anciennes maisons, enfin voilà, dans les lotissements avec des maisons classiques, voilà. Là, c'est sûrement l'effet localisation. Voilà, à la fois on est en plein centre-ville, à la fois on est en zone inondable. Voilà, ça sera des enseignements à suivre, voilà, sur cette opération, de comment, voilà, quel effort les gens sont prêts à mettre, qu'est-ce qu'ils arrivent vraiment à emprunter sur ce secteur-là. Bon, sachant que l'accession sociale à la propriété, c'est aussi un dispositif qui permet de sécuriser l'accession pour des personnes de la classe moyenne. Donc, en tout cas, tout ça, ce sera à suivre pour voir voilà, comment le projet va bien au bout et comment pour le bailleur, pour la partie accession sociale, arrive à équilibrer son opération et l'impact aussi dont on nous parlait tout à l'heure, des coûts de construction en particulier, du fait de la structure du sol. Voilà, donc on aura à poursuivre l'analyse et les investigations sur la partie construction pour aller au bout. Voilà, en tout cas, le projet sort. On attendra que tout soit fini pour avoir les prix réels et vous donner un décryptage complet. Voilà, je ne sais pas si côté EPF ou côté mairie, vous voulez dire un petit mot en complément sur ces aspects financiers. Non, non, je vais répondre par rapport à la question qui a été posée par Gaëtan Collin en même temps. C'est bien le total qui est présenté à 660 000 euros. Ça, c'est ce qui vous reste. Moi, j'avais mis les 311 000. C'est en gros, quand nous, on regarde le bilan Ouais. aménagement, on voit un coût de foncier remis en état à 311 000 euros. Pas vraiment, c'est pas vraiment son coût, c'est ce qui vous reste à la sortie du travail de l'EPF. Et c'est pour ça qu'on a là bien décortiqué les deux bilans pour que les gens comprennent que le coût réel, ouais, tu peux remettre la diapo encore avant, voilà, le coût réel du foncier remis en état, c'est 2,2 millions, plus les travaux d'aménagement, on est à 3,2 millions. Et après, vous, dans votre bilan, le foncier qui apparaît dans le bilan de 311 000 euros, bah, il est à ce prix-là puisqu'il y a eu des subventions, parce qu'il y a eu une minoration de l'EPF. Voilà, donc c'était vraiment pour montrer tout ce que contient, caché, cette ligne de 311 000 euros de travail et de subventions voilà, qui apparaît. Donc après, vous, une fois qu'il y a eu les subventions, aussi de votre côté les participations, au final, votre reste à charge est de 600 000 euros. Il n'est pas de 311 000. Après, évidemment, ce reste à charge, il correspond aussi à des travaux d'espace public que vous avez fait, hein, notamment sur la qualité des berges. Donc, ils ne sont pas qu'une opération. Voilà. Là, on n'a pas de participation d'équipement public puisque vous l'avez fait en régie, mais c'est aussi ce que coûte d'aménager des berges. Et puis, on en parlait pour préparer ce webinaire, c'est tout ce que ça apporte aussi en qualité pour les riverains, de ne plus avoir une friche polluée, de réduire le risque inondation. Voilà, pour le territoire. Donc, on a tout un tas de bénéfices et d'externalités qu'on essaiera sûrement de remettre en avant dans une prochaine version de la fiche de décryptage. Merci beaucoup pour la présentation de ces éléments financiers. On va peut-être pouvoir prendre quelques questions dans le temps d'échange qui nous reste. Et peut-être pour répondre à la question de Madame Gagné, est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur le projet urbain et notamment au sujet de l'équipe de maîtrise d'œuvre, les compétences et le choix du projet retenu? Mais pour être très franc, je ne sais pas comment on a fonctionné entre la part de conduite par le travail de l'ARANS et de l'architecte de l'ARANS, parce qu'en fait, si on revient sur le plan, il n'y a qu'une partie qui était constructive. Il y avait des contraintes de positionnement de voies d'accès et de demande de l'ancien propriétaire qui s'était réservé un accès à sa maison. Donc, on a inscrit les blocs et les maisons dans les espaces qui étaient disponibles et l'aménagement autrement paysager, bordure de rente. Mais je ne sais pas qui l'a conduit. Je ne sais pas si Solène a ça en tête. Non, je ne sais pas non plus, en fait, parce que je ne sais pas quel architecte avait la rance. Oui. Nous, on avait le bailleur en contact direct et je ne sais pas répondre non plus à Je la question. cherche, moi j'ai l'information dans la fiche. Ah. C'est juste Il que y je a n'ai pas retenu.
Je vous donne ça tout de suite. Alors, c'est l'agence LIAP oui. qui a fait la partie aménagement paysager. Ah ben voilà, Nathalie avait cherché. Et puis, c'est le bureau d'architecture MEP, voilà, qui est en charge de la maîtrise d'œuvre de l'opération pour le bailleur social. C'est bien dans la fiche pour la personne du CAE, c'est que là, dans les supports, des fois, on simplifie un peu. Merci pour les compléments d'information, Nathalie. Une autre question du côté de Dinan Aglo, que sont devenus les produits amiantés? Grande question. A priori, ils ont été enfouis et je crois que c'est ce qui arrive à la plupart des déchets amiantés. Je n'ai pas fait le suivi de chantier, donc je n'ai pas la réponse à 100%, mais je suis à peu près sûre que malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de débouché sur les déchets amiantés. D'accord. Merci pour cet élément de réponse. Une autre question, toujours du côté de Dinan Agglomération. Pour diminuer le reste à charge de la collectivité, une alternative aurait été de vendre le foncier à un prix plus fort, tout en exigeant une partie de logements sociaux. Ça aurait pu effectivement, après, il fallait trouver l'opérateur qui accepte. Enfin, l'air de rien, ce terrain, à un moment, monsieur le maire le disait, il faisait pas très envie, quoi. Donc, il n'y a pas eu de promoteur qui a dit, OK, moi, je fais une opération libre plus une 20% de LLS. Et est-ce qu'on peut remettre la carte de l'aléa inondation? Puisqu'en fait, il faut aussi être conscient que ce site, bien que très très beau et très bien placé, était quand même assez peu constructible. Voilà. Donc ça, je pense que c'est aussi important par rapport à ce que vous disiez. On n'était pas sur un terrain qui pouvait être optimisé du fait du risque inondation. Donc à un moment, la capacité à construire plus et à densifier, parce que pour que ça fonctionne, et encore, ça n'aurait pas complètement fonctionné, je pense, ça voulait dire trouver un opérateur qui pouvait dégager suffisamment de marge de manœuvre pour construire du lit plus du logement social. Avec la question aussi, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez des prix que je vous ai montrés tout à l'heure, un appartement ancien à Lamballe, c'est entre 75 000 et 115 000 euros. Un appartement neuf, ça va plutôt être beaucoup plus cher, c'est-à-dire que ça va avoir du mal à trouver son marché dans un territoire comme Lamballe. Et donc, l'équilibre économique pour un opérateur privé, il aurait été clairement difficile. En plus, je pense, mais monsieur le maire, vous me compléterez, que ce n'était pas votre souhait principal. D'une part, nous avons une obligation et une volonté de construire des logements sociaux, donc ça c'est une chose de base. Et d'autre part, ben oui, tous les promoteurs qui ont été à un moment candidats, ils sont tous repartis, hein. Bon, il y a eu plusieurs qui sont venus se renseigner et ça n'a pas marché. Et en ce qui concerne le bailleur social Larence, très franchement, on a bien travaillé avec eux. Je précise quand même qu'ils n'ont pas acheté le terrain, on le sait, mais dans les dispositifs qu'on avait, c'est que lorsqu'on cède le terrain à l'euro symbolique, les bailleurs reversent une somme par logement. Et en l'occurrence, ici, il y avait le versement de 200 000 euros quand même derrière, hein. Donc, c'est pas complètement à l'euro symbolique. voilà, Enfin, c'est pas complètement neutre. ils participent à hauteur de 200 000 Tout à fait. euros Ouais. pour une opération, et puis ça, on cherchera à le décrypter, mais on est au regard des contraintes qui ont été données sur le sol. Un projet qui coûte cher à la construction Ah oui. du fait des fondations spéciales. Donc ça, ben, un bailleur social, il arrive à l'intégrer du fait de la durée des emprunts qu'il peut avoir et des fonds propres qu'il accepte de mettre sur cette opération. Un opérateur privé, avec des coûts de construction qui augmentent, il a encore moins d'équilibre économique. Donc voilà, les opérateurs privés n'auraient pas forcément pu acheter beaucoup plus cher pour des projets qui n'auraient pas été sûrs de vendre, en fait. Oui, pour revenir un peu sur les coûts supplémentaires, j'ai dit tout à l'heure, tous les bâtiments sont surélevés parce que justement, il y a un niveau, même si on n'est pas dans la zone inondable directement, ça doit respecter un certain nombre, c'est la deuxième zone, et donc tous les bâtiments sont surélevés pour que justement ça puisse être construit. Sinon, même là, ce n'est pas constructible. Oui, c'est Donc, tout des coûts bête, mais ça veut dire supplémentaires. des mètres carrés en moins à Tout à vendre. fait. Donc, Ouais. Et des coûts supplémentaires à la construction. et des coûts supplémentaires à la construction. Ouais. Donc ça fait un gros. Enfin voilà, c'est malgré tout un projet assez contraint à ce niveau-là pour des opérateurs privés. Donc voilà, le site fait envie en termes de paysage, mais les contraintes rebutent pas mal les opérateurs. Et j'essaye de voir si on a le détail sur le logement. Dites-nous du coup, monsieur Béraud de Plouermel Communauté, si ces éléments viennent de répondre aussi à votre question. Peut-être en lien directement avec ce que vous venez de dire, monsieur Hercouet, est-ce que le projet a contribué à un besoin de rattrapage en production de logements sociaux sur la commune
Est-ce qu'on était dans un état de carence? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ah, vaste sujet. Pour vous donner un ordre d'idée, nous avons 10 000 logements sur la commune. La particularité, c'est que nous sommes une commune nouvelle avec une partie rurale extrêmement importante, je disais tout à l'heure, mais le besoin de logements sociaux se calcule sur l'ensemble de la commune. Donc, sur 10 000 logements, on a une obligation de 25% de logements sociaux, c'est-à-dire en gros 2 500, et nous sommes aujourd'hui à 1000, c'est-à-dire à peu près à 10%, j'arrondis. On a 1500 logements sociaux à construire, c'est-à-dire un peu plus de 100 par an. C'est ce qui nous est exigé. Or, aujourd'hui, le rythme de construction sur Lamballe-Armor est de l'ordre de 120 logements par an à peu près, c'est-à-dire que c'est inatteignable. Néanmoins, on ne se décourage pas pour autant. Et ceux-là, ils ont contribué à diminuer et puis ils vont contribuer à mettre quelques logements sociaux à disposition et offrir à des personnes qui en ont besoin. Mais c'est plein de petites gouttes d'eau qui feront une belle rivière à un moment. Je ne sais pas si on ira jusqu'au fleuve, mais mais on ne se décourage pas et on sait que il faut le faire, quoi. Voilà. Mm. Mais c'est très modeste par rapport à l'ampleur du besoin. Ouais, mais c'est un chantier en cours, comme vous venez de le dire. Très bien. Une autre question du côté d'Ifignac. Combien de LLS en tout de PSLA, PLUS et PL? Alors, en locatifs sociaux, il y a 30 logements, 26 en collectif et 4 en maison. Par contre, je ne sais pas si vous avez le détail, Monsieur Hercouet, moi je l'ai. Ah, Je ma- ne l'ai pas entre les PLAI et les PLUS. Je ne l'ai pas Mm. de tête comme ça. Non, on l'a au global, mais sans Voilà. la Et en distinction. accession sociale, c'est 10 maisons. Et Voilà. 10, voilà. Je remarque que Nathalie Chargy a envoyé le détail dans Ouais. le Mais fil voilà, de on n'a pas on n'a pas le détail Non, des des produits conventionnements. locatifs. Non. Voilà. Très bien. Une autre question, vous avez évoqué un peu plus tôt le côté opposition des riverains, la naissance d'un recours. Est-ce que si c'était à refaire, la collectivité aurait concerté d'une autre manière les habitants ou qu'est-ce que vous auriez pu ou aimé faire sur ce sujet-là? Alors, c'est une question que j'ai évoquée tout à l'heure parce que cette question des concertations, elle sort partout. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes en construction de notre PLU et on a des protestations dans tous les sens et des mouvements organisés et des mouvements spontanés, on a de tout. Donc, en l'occurrence, ici, je pense que avec le recul, et j'ai dit pour notre PLU actuellement, on voit bien que il y a quelques années, on ne concertait pas beaucoup. Dans cette période passée, depuis quelques années, ce qu'on fait actuellement, on rencontre les gens quand on a le projet et tout. Je pense qu'il va falloir qu'on imagine quelque chose de différent, voire non pas demander aux gens qu'est-ce que vous voulez qu'ils se fassent là, parce que de toute façon, on a aussi une obligation. Mais oui, je pense qu'il faudra qu'on essaie de retrouver d'autres façons d'aborder. Même s'il y a eu de nombreuses réunions, on a invité tous les riverains, on a travaillé là-dessus. Mais je pense il y a quelque chose qui nous échappe encore un petit peu. Voilà, je pense pouvoir le dire. C'est dans l'attente de la société où on voit bien que tout projet aujourd'hui, même chez nous, on était quand même plutôt protégés. Et puis, très franchement, on s'en sort très bien, hein, parce qu'à un moment, on a imaginé, si on a un recours au tribunal administratif, on ne serait pas sorti tout de suite, hein. Mais oui, je pense qu'on ne sait pas encore bien faire. Je ne dirais pas qu'on n'a pas bien fait, parce que franchement, il y a eu plein de rencontres, des discussions. Ça s'est plutôt bien passé, enfin, et bien terminé. Mais je pense qu'il va falloir qu'on travaille là-dessus, et ça fait partie des objectifs, je pense, qu'on a partout, hein, dans toutes les communes, sur tous les projets, de voir un peu comment on travaille mieux nos échanges et travaille mieux l'acceptation. On a eu aussi, hein, même dans cet endroit-là, quelques personnes qui nous ont dit, bon, les logements sociaux, c'est bien, mais pas là. Là, c'est un endroit très classe. C'est pas ça qu'il faut faire là, quoi, hein. On a tout ça quand même, hein. Bon, mais au final, ça s'est bien terminé. Voilà, je le dis, mais il faudra qu'on imagine, je ne sais pas qui pourra le mieux nous accompagner sur des meilleures méthodes d'accompagnement, d'information, d'échange. Je suis sûr qu'il y a besoin. Et je n'ai pas la solution. Bon. C'est noté en Pour tout cas. notre PLU, aujourd'hui, on s'en rend compte, et la commissaire enquêtrice, je le dis, je fais le parallèle, elle nous l'a dit, on a fait bien plus que ce que prévoit la réglementation, on a fait des réunions, on a fait des visioconférences, on a fait plein de choses, de l'affichage,
Et puis des gens viennent nous dire, ah mais on ne savait pas qu'il y avait le PLU, ou alors on ne nous a pas prévenu individuellement pour tout. Il y a 10 000 foyers où on ne sait pas écrire et faire tout. Donc, je pense qu'il faut qu'on imagine quelque chose. Il ne suffit pas de dire, on a tout bien fait, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Eh ben, on se dit que si on veut que des projets comme ça, qui sont quand même structurants et tout, marchent bien, ben, c'est comment on arrivera à avancer dessus. À un moment, il faut aussi, ça je le redis quand même, que la collectivité, elle ait la volonté, l'envie de le faire, et qu'à un moment, on prenne des décisions aussi quoi, courageuses, quoi. Parce que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on est tous confrontés à ça partout. On ne peut pas seulement aller demander l'avis des gens, ça ne suffit pas. À un moment, il faut qu'on avance. Moi, je suis persuadé que si à un moment, on avait dit, bon, bah, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire là? On nous aurait dit, il faut faire un jardin public et il faut faire des parkings. Enfin, on nous l'a dit déjà, mais si on était. Ah, il faut faire du parking et du jardin public. Bah, mais ça, c'est pas qu'avec ça qu'on vit et c'est pas qu'avec ça qu'on renouvellera la vie dans les centres et qu'on évitera la consommation de foncier autour. Très bien. Et en parlant d'avancer, ce sera peut-être l'une des dernières questions. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours sur la commune et notamment sur le sujet de la réhabilitation de friches? Ah oui, on en a deux en cours actuellement. On a deux conventions signées avec l'EPF. On en a une, c'est une ancienne entreprise de maçonnerie, dans le centre-ville aussi, d'ailleurs en bordure du Ouessant. Et on rachète à la fois une ancienne carrosserie et une ancienne entreprise de maçonnerie. Ça représente 5000 mètres carrés. Et là, on a une réhabilitation parce qu'à côté, il y a aussi déjà des logements sociaux. Ça va permettre de recréer un peu ça. Et puis, on a aussi un ancien collège. Ça représentera à peu près. On est en train de finaliser les choses avec le conseil départemental. On le voyait d'ailleurs, c'est la première diapo tout à l'heure. Ça représente à peu près de 10 000 mètres carrés en plein centre aussi. Donc, c'est des belles opérations, mais avec des interrogations aussi sur la pollution et le coût de sortie derrière. Parce que dans les deux cas, là où il y avait une carrosserie, il y a eu de la peinture, il y a eu tout ça. Et puis là où il y avait le collège, il y a aussi des cuves de fioul, il y a eu des choses comme ça, quoi. Mais oui, on est vraiment là-dessus. Et on en a d'autres qui sont en cours aussi, d'une ancienne exploitation agricole notamment, qui avait été rachetée dans un petit bourg. Voilà, donc on a de belles choses et on sait que il faut le faire, quoi. Voilà. Ça y est, vous êtes lancé. Ouais, sur oui, vos tout à fait. On est motivé. Voilà. Non, mais je le dis, hein, c'est vraiment le première des choses, c'est la motivation, l'engagement. Vous l'avez compris, ça coûte de l'argent. On n'est pas une commune riche, mais c'est un choix. Et je pense que surtout, il ne faut pas mesurer toute une opération comme celle-là seulement à l'aspect bilan financier de l'opération. Parce qu'il y a et ça a été évoqué tout à l'heure par Juliette, plein de services, plein d'aménités qu'on ne sait pas mesurer financièrement. Mais moi, je suis convaincu que des personnes qui n'ont pas de véhicule, il vaut mieux qu'elles habitent là plutôt que d'être à 1 kilomètre ou à 2 kilomètres dans des logements sociaux qu'on va faire dans un lotissement. Il n'y a pas de mystère, ça marchera mieux là. Ils iront plus facilement à l'école, ils iront plus facilement aux activités. La qualité de vie pour l'ensemble des habitants avec ce lieu de promenade, c'est agréable. Ça contribue aussi à apaiser la société. Je pense que c'est tout ça qu'on ne sait pas totalement mesurer financièrement, mais c'est vraiment un impact extrêmement important, quoi. Puis derrière tout ça, quand on reconstruit des choses comme ça, aujourd'hui, on fait et avec la France, des projets, c'est des bâtiments de qualité en termes énergétiques et tout. Donc, on a tout ça aussi qui va avec, quoi. Merci beaucoup sur cette jolie conclusion, ce beau mot de la fin. Je vous propose peut-être de conclure, il est 11h55. Je vous relaye le message de la mairie d'Iffinac dans le fil de discussion. Merci beaucoup pour votre témoignage et un grand bravo pour la réussite de ce projet. Je pense que c'est un bravo partagé. Et peut-être juste avant de vous quitter, je vous propose de donner de nouveau la parole à Nathalie Chargy de l'Adréal pour nous expliquer où retrouver l'ensemble des ressources du cycle Les Territoires Innovants. Merci Margot. Je ne saurais dire mieux que la personne qui a posté dans le fil de discussion. Bravo pour ce projet et bravo aussi pour la pédagogie dont vous avez fait preuve, vous témoins du projet de ce jour, dans la transmission des informations et de votre expérience. Un grand merci. Margot, sur la diapo suivante, simplement pour vous donner quelques mots en guise de conclusion, pour retrouver toutes les ressources qui sont produites dans le cadre du cycle d'animation Les Territoires Innovent, vous avez accès à tous les replays des webinaires que nous avons pu réaliser depuis 2020 directement sur la chaîne YouTube Les Territoires Innovants en Bretagne. Vous pouvez aussi retrouver sur le site internet de la DREAL Bretagne, sur la page dédiée aux Territoires Innovent, en accès libre, soit depuis la page d'accueil, soit directement avec le lien que je vous ai posté dans le fil de discussion, à toutes les ressources qui ont pu être produites.
les supports de présentation, les fiches de capitalisation qui synthétisent plutôt bien, enfin en tout cas je l'espère, les webinaires que nous avons pu partager avec vous, avec ces expériences des collectivités. Et puis, si vous souhaitez suivre les actualités, vous pouvez demander à vous inscrire en utilisant le QR code qui apparaît à l'écran et pouvoir ainsi recevoir toutes les informations que nous diffusons. Sur la diapo suivante, Margot, quelques informations pour les prochains rendez-vous. Donc, on se retrouve très vite pour ceux qui nous suivent de manière récurrente avec un webinaire mardi prochain sur le cycle Construire et rénover bas carbone. C'est donc le deuxième webinaire de ce cycle qui portera sur le bâtiment Le Repère, qui est un pôle entrepreneurial sur Brocéliande Communauté. Et puis, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant parce que les dates sont en cours de calage, mais on se retrouvera pour 2 événements en juin. Un webinaire sur la thématique qui n'est pas encore tout à fait finalisé, qu'on a qualifié de genre et aménagement dans ce support de présentation, mais qui parlerait plutôt de la place de tous les habitants et de toutes les habitantes dans les espaces et quel est le rôle que la collectivité publique peut jouer pour favoriser la possibilité pour chacun de trouver sa place dans les espaces. Et puis un autre webinaire également en juin qui portera sur la question du foncier économique et son optimisation avec un portage expérimental par l'EPF avec des collectivités engagées sur cette thématique-là. Voilà, je m'arrête ici. Je vous remercie pour votre participation, de nous avoir suivis jusqu'ici. Et je vois que M. Hercouet voudrait bien prendre le mot de la fin, ce que je lui laisse volontiers. Non. Alors, le mot de la fin, mais c'est juste réinsister sur un grand merci à tous ceux qui ont participé, toutes les structures. C'est vraiment un projet collectif, hein. Sans l'EPF, on n'aurait pas pu, mais c'est vraiment tout le monde. C'est les bailleurs, c'est les structures, c'est l'État. Tout le monde a vraiment joué le jeu. Je pense que ça, c'est essentiel qu'on porte bien et que quand on le fait ensemble comme ça, le renouvellement urbain, le travail sur les friches, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Voilà. Et donc, ça offre de belles perspectives. Et puis le mot, je dirais, plus poétique que je voudrais vous donner, ben, je vous le dis, parce que comme on a aménagé un nouvel espace, on a fait une nouvelle rue, et la rue portera le nom de Mona Ouzouf. Voilà, je voulais vous le dire aussi, parce que ça me paraissait important aussi. Tout à fait. Et ça boucle bien avec notre prochain webinaire en juin. Et voilà, Merci beaucoup. merci.